toutes et à tous. Je suis très heureux ce soir d'accueillir Valérie Stefenato. Valérie est la copilote marketing et communication de la chocolaterie Galère. Et nous accueillons également Salvatore Rianello, qui est le CEO de Galère. Merci Salvatore, merci Valérie d'être là parmi nous ce soir. Quand on a imaginé cette soirée il y a à peu près un an, je pense, on n'aurait jamais imaginé la faire en virtuel. On avait pensé évidemment faire un sympathique débat en présentiel suivi d'une dégustation de chocolat. Donc j'espère que vous avez chacun acheté vos chocolats Galère à l'avance pour pouvoir avoir non seulement le son dans les oreilles, mais également le goût dans la bouche. Alors l'agenda de ce soir, je vais vous rappeler en quelques minutes l'histoire de Galère afin de situer d'où on vient. Ensuite, Salvatore et Valérie vont présenter ce qui se passe, l'aventure Galère aujourd'hui. Pendant cet exposé qui va durer environ 1 heure, on verra bien, on va l'entrecouper de 2 temps de questions-réponses. Donc c'est à vous à poser vos questions tout au fil de l'eau, donc au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat. Donc indiquez vos questions dans le chat et je les repêcherai là-bas pour les proposer à nos invités. Alors, après, à la fin de l'exposé, il y aura un 3e temps de questions-réponses ou éventuellement de réactions, de commentaires. À vous de voir. Si c'est possible, je vous donnerai la parole. On verra un peu comment ça se passe. Au niveau du timing, on vise à peu près 21 h. Ce sera peut-être un peu après, un peu avant, ça dépend de vos réactions, mais en aucun cas, on dépassera 21 h 30. Voilà. L'histoire de Galère. Galère, ce n'est pas une start-up. Galère a été créé par Jean Galère en 1976. Donc les 50 ans sont vraiment proches. C'est dans quelques années seulement. Et Galère, dès le départ, a un ADN assez particulier où pour moi le cœur c'est la créativité. Jean Galère est vraiment le pionnier de la barre chocolatée à 70% de cacao. Aujourd'hui, dans tous les magasins, vous avez les barres chocolatées 70, 75, 80, 86. Et qui dit mieux en termes de pourcentage de cacao? Eh bien, c'est Jean Galère qui a lancé ça dès 1993. Galère est également une autre innovation, c'est tout ce qui est l'accord entre le vin et le chocolat, qui aujourd'hui est également très répandu. Alors aujourd'hui, Galère, c'est 170 personnes sur 2 sites. 2 sites dans la province de Liège, un site à Vaux-sur-Chèvremont, c'est le site de production, donc près de Chaudfontaine, et puis un autre site à Herstal, qui est le site de logistique. Plus de 2500 points de vente dans le monde, un chiffre d'affaires en 2019 de 30 millions d'euros, dont 20% à l'exportation. Alors Salvatore n'est pas nouveau dans Galère. En fait, l'histoire de Salvatore avec Galère a démarré en 2001. En 2001, Galère s'est lancé dans l'internationalisation avec la création d'une filiale, Galère International. Et Galère International ne va pas très bien, fait de lourdes pertes, et c'est pour ça que Salvatore rejoint l'entreprise à ce moment-là, et il devient CEO de Galère International. Assez rapidement, il redresse la filiale en faisant tout le développement international de Galère, principalement au Moyen-Orient, au Japon, et également ailleurs. Petit à petit, de CEO de Galère International, il rejoint le groupe, devient actionnaire également, et devient, après quelques années, le CEO du groupe Galère. C'est Salvatore également qui trouve les nouveaux investisseurs, qui sont une famille princière qatari, les Altani, qui donc renforcent l'actionnariat de Galère. En 2013, Salvatore, je ne sais pas si je peux dire comme ça, Salvatore, mais j'ai l'impression que tu as un peu fait le tour. Ça marche. Galère est une entreprise florissante et tu as envie d'autre chose. Et donc tu décides de quitter l'entreprise. Tu n'as pas décidé ça sur un coup de tête, tu as démarré ça en 2011 en vendant déjà tes parts aux actionnaires qataris. Et donc en 2013, tu quittes effectivement l'entreprise pour réaliser un vieux rêve d'enfant. Tu veux faire le tour du globe sur mer avec ton voilier, sur terre avec ton sac à dos, un tour du globe pour découvrir, pour réfléchir, pour prendre de la hauteur. Et c'est ce que tu vas faire, parfois en solitaire, parfois avec ta famille. Et ce tour du globe, il va durer près de 4 ans. 4 ans de réflexion, de prise de hauteur par rapport au monde de l'entreprise,
autant à partir de ton expérience qu'à partir d'auteurs que tu lis abondamment. Moi, j'ai envie de parler de grossesse. Salvatore, c'est ta grossesse, rien à voir avec ton niveau de poids, mais vraiment, il y a quelque chose qui est en gestation en toi. Je ne sais pas si à ce moment-là, c'est déjà clair pour toi. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu tout à l'heure en préparant. Je dis, il y a vraiment là quelque chose qui est en train de naître. Alors, tu reviens en 2016 de ce tour du monde, et là, tu te mets au service de Venture Lab. Venture Lab, c'est une pépinière de start-up dans la région liégeoise, et tu deviens mentor pour cette pépinière d'entreprise. Pendant ce temps-là, Galère a continué son chemin. Les Qataris sont devenus actionnaires à 100%. Jean Galère lui-même a également revendu ses parts. Et ça se passe pas trop bien. En 2018, Galère perd 2 millions d'euros sur l'année. Et donc les Qataris rappellent Salvatore. Et là, on sent que l'accouchement est proche. Salvatore n'a plus rien à prouver, si je puis dire, à recommencer ce qu'il avait déjà fait, mais c'est son nouveau projet qui l'habite. Et donc, il met 3 conditions pour reprendre la barre de l'entreprise. La première condition, c'est un investissement à hauteur de 10 millions d'euros pour pouvoir vraiment bien relancer l'entreprise. Une ouverture du capital aux Belges à raison de 25%, de façon à ce que des Belges soient de nouveau en partie à la barre de l'entreprise. Et surtout, la troisième condition, c'est d'avoir carte blanche pour réaliser son projet, sa vision de l'entreprise, et dans cette entreprise qu'il aime beaucoup et qu'il connaît, et pour cause. Et le résultat ne se fait pas attendre. Dès 2019, l'entreprise est de nouveau dans le vert avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Salvatore et Valérie, je vous laisse la parole pour la suite. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Nickel. Et vous me voyez? Et on te voit. D'accord. Merci Pierre. Bonsoir et avant tout, nous voudrions remercier l'AI Louvain pour cette initiative, pour cette opportunité que vous nous donnez de présenter notre entreprise. En particulier, te remercier toi Pierre, mais également Camille, Sophie, Anne et Nathalie. Remercier toutes les personnes qui sont là, qui sont venues nous écouter pour le temps qu'ils ont décidé de nous octroyer. Merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. Je voulais te présenter l'entreprise, mais tu l'as fait, je dirais même mieux que ce que j'aurais pu le faire. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que nous sommes une entreprise à dimension humaine, 170 personnes, et nous voulons le rester. Ça, c'est un premier élément important. Et le deuxième élément, je voudrais revenir sur l'année 2011, car 2011, dans l'histoire de la chocolaterie Galère, c'est vraiment une année importante, puisque le fondateur, Jean Galère, décide de revendre la plupart de ses participations, et moi aussi d'ailleurs, lui parce qu'il décide d'investir dans son vignoble, et moi parce que j'ai décidé de mettre ma vie professionnelle en parenthèse et de partir en voyage, comme Pierre l'a expliqué. Et donc, en effet, pendant ce voyage, je vais d'abord m'aligner avec moi-même et ensuite m'aligner avec la nature. Et lorsque je vais revenir avec des convictions, avec une vision d'un nouveau modèle d'entreprise, un modèle d'entreprise où le rapport à l'argent, le rapport à l'humain, le rapport à la planète ne sera plus basé sur un rapport de force, mais sur un rapport d'alignement d'intérêt. Je vais m'expliquer tout de suite. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais vous dire que naviguer à la voile, ce n'est pas un mode de locomotion qui est neutre. L'humain a réussi à inventer des modes de locomotion qui vont contre la nature. Un bateau à moteur, ça va contre le vent, contre la marée, contre les courants et les vagues. Alors qu'un bateau à voile, ça s'aligne avec les éléments de la nature, ça utilise les éléments de la nature. Et on surfe sur les vagues, on utilise le vent pour avancer et le courant pour être poussé. Et donc, tout ça a participé chez moi à me faire prendre conscience d'un certain nombre d'éléments. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que ce que je vais vous expliquer, je le fais très humblement. Je n'ai pas la prétention de dire que je dispose du monopole du savoir.
ce que je vais vous déposer, c'est ce que j'ai pensé et je ressens au plus profond de moi-même. C'est ce que j'ai partagé avec une équipe qui s'est approprié ce projet, qui l'a même potentialisé et qui aujourd'hui est devenu le projet d'une entreprise. Donc, c'est de manière très humble que nous nous exprimons ce soir devant vous. Alors, d'abord, deux grandes convictions. La première, je reviens de ce voyage avec la conviction que le système libéral, en tout cas dans la forme actuelle, ce système dans lequel nous vivons depuis 300 ans, est en fin de vie. Et je vais revenir dessus. Et la deuxième conviction, c'est que la société est en mutation et est prête pour le changement. Alors pourquoi est-ce que je pense que le système libéral est en fin de vie? D'abord parce que, et je vous demande d'y réfléchir, chacun chez vous de votre côté, nous vivons dans un système basé sur le rapport de force. Réfléchissez à cette théorie de la main invisible d'Adam Smith. En réagissant le plus égoïstement possible, je finis par réagir dans le meilleur intérêt de l'autre. C'est donc le père du système libéral qui met en place cette théorie qui va être à la base de notre système et qui préconise le rapport de force. La loi de l'offre et la demande qui en découle, qu'est-ce que c'est? Moi, offreur, je veux vendre le plus possible et le plus cher possible, et moi, acheteur, je veux acheter le plus possible et le moins cher possible. Rapport de force. Ce rapport de force, il est partout. Il est également dans le marché du travail. Et quand vous réfléchissez bien aux conséquences de cette notion de rapport de force sur le monde managérial de l'entreprise, eh bien, vous vous rendrez compte que la plupart des sociétés ont construit un type de management basé sur la méfiance. Et donc, il y a des contrôleurs et des contrôleurs de contrôleurs. Parce que comme nous sommes dans le rapport de force, il faut se méfier l'un de l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre système libéral considère les ressources naturelles comme gratuites et inépuisables. Et donc, on peut taper dedans comme on veut, il n'y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, on voit où on en arrive, on voit la limite du système. Enfin, la troisième conviction, c'est que ce système libéral a une raison d'être qui est dogmatique et qui est même pas exprimée parce qu'elle est tellement évidente. C'est qu'on doit faire du profit à court terme et on doit croître. Et croître à tout prix. Donc ça, c'était les données de notre système et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'on voit qu'on arrive à la fin de ce système. Et puis de l'autre côté, le citoyen du XXIe siècle, et je l'ai vu pendant mon voyage, mais je le vois encore aujourd'hui, le citoyen du XXIe siècle cherche du sens dans sa vie. Il cherche du sens dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Il cherche du sens dans sa manière d'acheter, dans sa manière de consommer. Et donc, ce citoyen du XXIe siècle qui, en plus, a accès au web depuis une vingtaine d'années, donc accès à l'information partout, à tout moment, qui peut communiquer, on le voit bien aujourd'hui, ce soir, on est chacun chez soi et on va communiquer, et on va partager des points de vue, qui peut communiquer sans limite. Et donc, tout cela crée une pépinière pour le changement. Et je dirais, c'est vrai pour les personnes plus âgées, moins âgées, mais en particulier pour les jeunes. Aujourd'hui, mon fils qui a fait la finance à Maastricht, si vous lui donnez un job bien payé, même très bien payé, mais qui n'a pas de sens, ou qui n'a pas de sens par rapport à une raison d'être, par rapport à la planète, par rapport à l'autre, il préfère ne pas travailler. Et il n'est pas le seul. Tous ses amis sont dans la même logique. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit donner du sens à ses collaborateurs, ses collaboratrices. Et donc, premier constat, un système qui arrive en fin de vie, de l'autre, une société qui est prête à la mutation. Et ma conviction, lorsque je reviens de ce voyage, c'est que l'entreprise, non seulement doit s'adapter, doit changer, mais même peut devenir un acteur clé de ce changement. Alors, ce qui est très important de noter, c'est que le projet dont on va vous parler, ce n'est pas de toucher au curseur social, ni même d'ailleurs au curseur planète, mais c'est une nouvelle vision d'un nouveau paradigme. C'est d'abord de sortir d'un système où l'essence est le rapport de force pour rentrer dans un système
où l'essence et la convergence d'intérêts. Alors, ce n'est pas un monde de bisounours. Bien sûr que quand on est dans un système où l'essence et la convergence d'intérêts, on peut se retrouver dans des situations où on est en rapport de force. Mais il y a une grande différence de vivre dans un système dont l'essence même est le rapport de force, de vivre dans un système où l'essence est la convergence d'intérêts. Ça veut dire qu'on change toutes ses lunettes pour regarder le monde, pour construire ses relations avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, s'il s'agit de l'entreprise et de son modèle. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avec l'équipe, on a questionné cette raison d'être qui était la maximisation du profit à court terme et la sacro-sainte théorie de la croissance. Et notre raison d'être est devenue incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale basée sur la convergence d'intérêts pour bâtir un monde équitable et durable. Et vous allez voir que, puisque dans les différents termes et la sémantique est importante, il y a le mot entrepreneurial, vous verrez qu'au-delà des mots, nous nous sommes vraiment engagés pour du vrai dans la vraie vie, avec des vraies actions. Alors, ce projet et cette réflexion philosophique qui est liée à tout ce voyage et à tout ce que j'ai pu emmagasiner, lire et réfléchir, parce qu'il faut avouer que avoir 4 ans de son existence où on peut quasiment 24 heures sur 24 réfléchir, ben c'est un luxe, c'est un énorme luxe. Mais ce projet, lorsque je suis arrivé à l'entreprise, que je l'ai déposé, tout de suite, l'équipe se l'est approprié, l'a questionné, l'a potentialisé, l'a enrichi. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est, sinon 100%, mais en tout cas, 80% de l'entreprise est à fond derrière ce projet dont on va vous parler plus en détail tout à l'heure. Donc, on voit que les bases, les fondements de toute la réflexion, ce sont des fondements philosophiques qui ont guidé des décisions et des actions au quotidien et des engagements forts. Cela veut dire, en termes d'enjeux stratégiques, que nous passons du simple enjeu stratégique qui est le profit, l'unique enjeu stratégique qui était le profit, au quadruple enjeu stratégique, celui du P de people, du P de planète, de P de profit, et qui est arbitré par notre raison d'être, celle que je vous ai citée tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre modèle, notre projet, n'est en rien de diaboliser le profit, parce qu'une entreprise qui ne gagne pas de l'argent est une entreprise qui est vouée à la mort. Ce que nous remettons en question, c'est la manière dont ce profit est partagé entre toutes les parties prenantes. Alors, nous ici, on va surtout se concentrer sur les parties prenantes qui étaient soit les plus injustement touchées dans notre filière chocolat, soit qui sont pour nous cruciales comme le personnel. Mais en fait, le modèle, comment vais-je dire, ça s'applique à toutes les parties prenantes sans exception, en ce y compris l'actionnaire, car l'actionnaire n'est pas un ennemi du projet. Sans actionnaire, il n'y a pas de projet. Il faut qu'il y ait des personnes qui prennent des risques et qui mettent du capital. Donc, l'actionnaire, en tant que partie prenante, doit être respecté pour ce qu'il fait. La seule chose, c'est que nous sommes convaincus que ce profit doit dorénavant, et on verra que je suis persuadé que dans le grand futur, on remettra également la notion de propriété en question. Je vais y revenir dans quelques instants. Ce profit doit être partagé de manière différente. Donc, ce n'est pas diaboliser le profit, ça c'est important, mais c'est de remettre en question la manière de le partager. D'ailleurs, je veux revenir sur la notion de propriété. Notre grande conviction, c'est que dans le grand futur, je ne parle pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais certainement dans 50, 60, peut-être un peu plus, on va disrupter la notion de propriété. Parce qu'aujourd'hui, un homme ou un groupe d'hommes peut posséder la terre, l'eau, peut posséder des plages, une partie de l'océan. Et je pense qu'à terme, tous ces biens feront partie de biens communs et ne pourront plus faire partie de la propriété privée. Et en ce sens, l'entreprise, si vous réfléchissez bien, l'entreprise, par ses conséquences à la fois sociales, mais également par rapport à la planète, par toutes ces interactions qu'elle a avec son milieu, elle est quelque part un bien semi-commun ou semi-privé. Donc, à terme, je suis persuadé que
dans les dizaines d'années futures, nous verrons arriver un concept de disruption de cette propriété. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. Nous, on disrupte le modèle en se concentrant sur les 4 P, le P de people, le P de planète, le P de profit et le P de purpose, la raison d'être, et surtout sur la manière de partager ce profit entre toutes ces entités et ces parties prenantes. Notre conviction, c'est que ce nouveau modèle va générer plus de bien-être, plus de prospérité pour toutes les parties prenantes, et en intégrant la planète et donc en y intégrant la durabilité. Quand on parle du people, on va vous parler du cultivateur, mais on va vous parler également du personnel. Donc, on va rentrer dans le détail, on va vous expliquer que nous sommes en train de revoir tout le système pyramidal pour partir vers un système inspiré fortement de l'acratie. Oh là, le cercle, cratie, le pouvoir. Mais je laisserai ma collègue vous expliquer cela. Car Pierre ne le sait pas, mais nous avons pris une liberté. Nous ne voulons plus que Galère soit incarné par un homme ou même par 2 actionnaires. Valérie et moi, nous sommes actionnaires, mais nous voulons que cette entreprise soit incarnée par l'humanité. Ça commence par l'incarner par son équipe. Et donc, nous invitons chaque fois, dans toutes nos prises de parole, que ce soit vis-à-vis de la presse ou que ce soit dans des conférences comme ce soir, nous invitons des collaborateurs, collaboratrices. En l'occurrence, ici, on a fait d'une pierre deux coups et nous avons demandé à Vanessa de prendre en partie une partie de la présentation, notamment concernant le people, les grands engagements que nous avons pris sur le people. Donc, Pierre, tu nous excuseras, mais il y aura un chapitre qui sera pris en main par Vanessa, qui est Community Manager chez Galère. Alors, donc, là, je vous ai parlé des grands paramètres du projet. Je vais vous passer un petit film de 2 minutes, une petite vidéo qui va vous résumer tout cela, tout le projet Galère et tous les grands engagements. Et puis, avant de rentrer dans le détail, nous aurons, si j'ai bien compris, une séance de questions-réponses concernant les fondements et la réflexion qui nous a menés à ce nouveau modèle, à ce nouveau paradigme. Dès 2020, Galère s'engage pour un monde équitable et durable, en commençant par changer le monde du chocolat. Depuis 3 siècles, notre économie fonctionne sur le rapport de force, la maximisation du profit et la recherche absolue de la croissance, considérant les ressources naturelles comme inépuisables. Les déviances sont nombreuses. Inégalités sociales, individualisme et surconsommation, océans pollués et acidifiés, pollution de l'air et des eaux, réchauffement climatique, appauvrissement des sols, qualité médiocre de l'alimentation et problèmes de santé publique. La société, quant à elle, change un peu plus tous les jours. Le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé et l'information aussi accessible. Partout dans le monde, les consciences s'éveillent et des gens se battent pour plus de justice, d'égalité et de durabilité, pour plus de sens, de transparence et de vérité. Le monde de l'entreprise aussi doit s'adapter. C'est pourquoi la chocolaterie Galère dit non au rapport de force et oui à la convergence d'intérêts. Nous voulons nous inscrire dans un nouveau type d'entreprise, un modèle de gouvernance où l'humain et la planète sont au centre. Cette transformation, nous la voulons pour tous nos partenaires, de nos collaborateurs aux cultivateurs, en passant par nos fournisseurs et nos clients. Concrètement, nos premières actions, nos chocolats sont aujourd'hui labellisés Fairtrade. L'objectif, humblement permettre aux cacaoculteurs de sortir de la pauvreté extrême, faire bouger les lignes de la filière chocolat et être un exemple à suivre pour le secteur. Nous nous sommes également engagés, en collaboration avec l'Université de Liège, Fairtrade et la coopérative Vieille-Asso, à un vaste projet d'agroforesterie en Côte d'Ivoire pour planter plus de 50 000 arbres en 3 ans. Mesurer notre impact environnemental est aussi une volonté. Nous avons établi un plan à 5 ans pour le diminuer avec notre partenaire UCAN. Ensemble, donnons du sens au goût en croquant dans un chocolat pour un monde meilleur. Et vous alors? Rejoignez-nous. Les 2 premières questions se rejoignent relativement. Il y avait une première question par rapport au PDG de Danone, Emmanuel Faber, qui vient de se faire éjecter et qui lui aussi était quelqu'un de très inspirant. Je crois qu'on est nombreux
à avoir écouté avec passion son intervention auprès des alumni de HEC, enfin des jeunes diplômés de HEC en France. Voilà un PDG qui voulait mettre l'humain au centre, en tout cas c'est ce qu'il semblait faire. Et évidemment, pas évidemment, les résultats n'ont pas suivi, je pense, ces dernières années, en tout cas pas aussi bien que ce que le souhaitaient certains investisseurs et actionnaires. Et c'est d'ailleurs un actionnaire qui ne possède que 4%, qui a l'air d'avoir été la cheville ouvrière de son évincement. Donc, comment tu réagis par rapport à ça? Et la seconde question rejoint tout à fait cette première question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut se lancer dans quelque chose comme ça si on n'a pas l'actionnariat derrière soi? Alors, d'abord, je trouve que l'éviction d'Emmanuel Faber, c'est une honte, parce qu'on ne lui a donné aucune chance de pouvoir prouver, même pas à moyen terme, qu'il avait raison, puisqu'il a démarré il y a 1 an et en plein Covid et en ayant 1 an de recul, on le sanctionne. Donc on voit bien que c'est pas possible que ce ne soit que des questions financières. Il y a aussi une approche conceptuelle. Je suis convaincu que approcher le modèle de l'entreprise tel que lui l'approchait ou que nous on l'approche, c'est sûr que ça fait peur. Ça fait peur pour le capitalisme traditionnel. Mais moi, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que la vérité, elle est chez le consommateur. Et ce consommateur, il ne faut pas se tromper, il peut se transformer, et j'espère qu'il va le faire, en consommateur. Et quand il se transforme en consommateur, c'est avec ses valeurs du 21e siècle qu'il va consommer. Et que l'on ait une vision traditionnelle ou pas du capitalisme, in fine, ne serait-ce même que pour pouvoir continuer à protéger son profit sur du moyen et du long terme, ils devront changer. Donc, je pense qu'il était visionnaire et certainement qu'il n'a pas eu une assise assez forte chez son actionnaire. Ceci étant dit, ça peut m'arriver demain. Je pense que nos actionnaires chez Galère, donc d'abord, premièrement, une partie du personnel est actionnaire chez Galère, mais je pense qu'ils sont d'accord et ils supportent le projet tant que le pay de profit est réalisé. Et donc, la charnière entre le projet et l'équipe et l'actionnariat, c'est certainement dans les 4P le pay de profit. Ça, c'est une certitude. Le jour où le pay de profit ne sera pas atteint, certainement que je serai mis sous pression. Et je crois que Emmanuel Faber était prêt à le vivre. Et en ce qui me concerne, à mon petit niveau, parce que ne comparons pas Danone avec Galère, c'est deux choses complètement différentes. Moi, j'ai 53 ans. J'ai réalisé ce que je devais réaliser et j'ai raté ce que je devais rater. Et je ne suis pas venu chez Galère ni pour du salaire, ni pour la carrière ou pour voir mon visage dans les journaux, mais je suis vraiment venu pour mettre ce projet en place pour du vrai. Et donc, peu importe le risque. Je crois que si on veut changer le système et si on veut pouvoir prouver que cette nouvelle vision du modèle d'entreprise est une vision juste, il faut qu'il y ait un certain nombre de chefs d'entreprise qui soient capables de prendre ces risques-là. Malheureusement pour Emmanuel Faber, manifestement, son assise, tant au sein du conseil d'administration qu'au niveau de l'Assemblée générale, n'était pas suffisamment forte. Je le regrette, mais ça ne peut pas empêcher que d'autres continuent le changement. Parce que notre conviction, c'est que ce changement est inéluctable. Dans les 20 prochaines années, soit les sociétés auront changé par idéologie et elles auront été les premières, soit elles changeront par obligation parce que leur pay de profit sera sous contrainte, parce que le consommateur va devenir un consommateur. Ça, c'est notre conviction. Voilà. Merci, Salvatore. Je rejoins très fort tout ce que tu vis là et aussi cette déception par rapport à Emmanuel Faber. Qu'est-ce qui se passe quand 80%, je suppose que la personne qui pose la question parle des collaborateurs, adhèrent au projet et que 20% résistent? Est-ce qu'ils sont des rameurs à l'envers ou des indécis profonds qui se laissent entraîner, je dirais plus ou moins dans le courant des 80? Comment ça se passe dans ton équipe? Alors, d'abord, il faut placer le curseur au juste endroit. On n'a pas de résistance. On a des gens qui doutent, qui ne croient pas.
qui se disent, OK, il nous parle d'un joli monde, mais ce monde n'existera pas. Il n'existe pas, il n'existera pas. Donc, j'adore ça, parce qu'en réalité, à la limite, le challenge, il est par rapport à ces 20%-là. Ça veut dire qu'ils sont ouverts au changement, mais ils doutent du changement. Donc, c'est à nous à prouver tous les jours, par nos actes, en toute transparence, en le faisant pour du vrai, de prouver que nous sommes en train de le faire. Et je crois que un des mots-clés dans tout cela, c'est la transparence. La transparence est une arme à double tranchant. Et je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, mais je pense que c'est une condition sine qua non. Si on n'est pas transparent, on perd la crédibilité et surtout et la légitimité. Donc, on n'a pas des personnes réticentes, on a personnes qui doutent. Alors, si il venait à arriver que des personnes deviennent réticentes au système, ça peut arriver, mais d'abord, vous devez savoir qu'on n'oblige personne à rentrer dans le système. Mais il y a une situation de fait, c'est que je crois que le système par lui-même va finir, avec le temps, par éjecter les personnes qui ne veulent pas vivre dans ce système. Alors, même si, en ce qui me concerne, tant qu'une personne vient faire son boulot et le fait honnêtement, ben, c'est OK s'ils ne veulent pas rentrer dans le processus, mais je crois que c'est difficile de ne pas rentrer dans le processus parce que si vous ne voulez pas faire partie d'un cercle et qu'après tous vos collègues ou vos collègues discutent des décisions qui ont été prises dans ce cercle, décisions dans lesquelles ils ont été intégrés, comment voulez-vous être heureux quand vous marginalisez vous-même par rapport au groupe? Donc, il y a un phénomène de groupe qui fonctionne. Donc, d'une part, pour être concret, d'une part, on n'a pas de réticence et j'estime que c'est notre challenge que de prouver à ces personnes que leurs doutes, les doutes sont non fondés. Et d'autre part, si même, in fine, il y avait des personnes réticentes, je pense que le groupe, la pression du groupe ferait que ces personnes quitteraient l'entreprise. Il y a quelqu'un dans le chat qui parle de l'éducation des actionnaires. J'aime assez bien le concept. Je voudrais que tu nous parles de tes actionnaires à toi, finalement. Oui, tu as des actionnaires belges, je suppose que eux, tu les as convaincus dans le projet. Ah oui, il y a une autre petite question, facile à répondre. Quel pourcentage du personnel est actionnaire aujourd'hui? Alors, pour le moment, on est que 7. Donc, on a avec les entrepreneurs liégeois, on a 6% du capital. Mais mon objectif à terme, ce serait qu'on puisse organiser un management buy-out. Disons, on a une clause de rendez-vous dans le pacte d'actionnaires. Et ce pacte d'actionnaires, cette clause de rendez-vous, c'est le 31/12/2024. Mon rêve, vous allez voir que tout à l'heure, on va vous parler de notre grand défi qui est de transformer le consommateur en consommateur. Mon rêve, après l'avoir transformé en consommateur, c'est de le transformer en un citoyen investisseur responsable et que à la fois le personnel soit actionnaire, mais que le citoyen également soit actionnaire. Bon, ça, ce sera pour plus tard. Et ça correspond d'ailleurs à la notion de disruption de la notion de propriété. Voilà, donc aujourd'hui, c'est marginal. Alors maintenant, par rapport à l'éducation des actionnaires, encore une fois, pas de langue de bois, pas de peur, la transparence. Et je crois qu'en même temps, il faut qu'on soit excellent parce on n'est pas toujours excellent, mais il faut pousser l'équipe à être excellente parce qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'on fait le maximum en toute transparence et qu'on les rassure. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a atteint nos objectifs de paie de profit. Mais si je voulais optimaliser le paie de profit à court terme, je peux vous dire, parce que je l'ai fait, on a opéré en interne une analyse qui s'appelle l'analyse ABC, Activity Based Costing, pour mesurer si on n'avait pas un surplus de personnel. Oui, il y a 350 000 € de coûts qu'on pourrait économiser à court terme. Mais dès qu'on augmente le chiffre d'affaires de 15%, ces coûts sont justifiés. Et donc, j'ai pris le pari d'expliquer au conseil d'administration que ce qu'il fallait faire, c'était de pousser la top line, donc le chiffre d'affaires, et ne pas aller licencier ces personnes, car d'une part, c'était contre la raison d'être, d'autre part, ça allait enlever toute la légitimité de la démarche, et enfin, que 10% de croissance de chiffre d'affaires, ça génère 1,2 million en résultat.
Donc, ça absorbe beaucoup plus que proportionnellement les 350 000 euros. Que le défi n'était pas dans l'optimisation des coûts, on l'avait fait en 2019, mais était maintenant de rentrer dans la croissance. Et le discours a été accepté. Ok, merci beaucoup. Je vais vous laisser continuer. Désolé pour les questions, mais sinon, on y passera la nuit. Voilà, Salvatore, à toi la parole. Voilà, alors, je vais maintenant céder la parole à justement Vanessa, qui va vous expliquer au niveau du Pay de People tous les grands engagements que nous avons pris ces 2 dernières années et que nous sommes en train de continuer à mettre en œuvre là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Vanessa? Merci beaucoup, Salvatore. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi c'est Vanessa. J'ai la chance de faire partie de l'aventure Galère depuis 9 ans maintenant. Et comme Salvatore vous le disait, dans la partie People, notre approche est 360. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur 2 parties prenantes. Le cacaoculteur, parce qu'il y a vraiment un souci d'injustice au sein de la filière, et le personnel. Donc, nous allons passer de la parole aux actes avec les grands engagements pris par la chocolaterie. Et on est persuadé que si on veut faire bouger les lignes, changer les choses, ça passe par une combinaison de différentes actions, qu'elles soient de plus ou moins grande envergure. Alors, il faut savoir que dans notre transition vers une société à raison d'être, on a engagé un socio-anthropologue parce qu'on voulait avoir une autre approche, et notamment celle de regarder le monde avec une autre paire de lunettes. Et dans la filière chocolat, il y a un vrai problème. Ça fait 50 ans que tous les chocolatiers ont comme objectif de procurer du plaisir aux consommateurs. Un moment chocolat, mais ce qu'ils ne disent pas, et la chocolaterie Galère y compris, c'est que ce moment, il repose sur la filière la plus injuste du monde agroalimentaire du XXIe siècle. Parce que cet instant chocolat, il est supporté par une filière injuste, une filière qui génère l'extrême pauvreté chez le cacaoculteur, parfois le travail infantile et dans certains contextes de l'esclavage infantile. Alors la première chose qu'on a voulu faire, c'est casser cette équation. Et donc, on est passé par une labellisation Fairtrade de nos fèves de cacao. Alors, pourquoi Fairtrade? On a audité toute une série de labels et Fairtrade est celui qui va le plus loin. Alors, en janvier 2020, on a basculé 100% de notre tonnage de fèves de cacao aux conditions Fairtrade, ce qui signifie que nous achetons notre fève de cacao à un prix 30% supérieur à celui du marché. Alors, concrètement, quelques chiffres. Cet engagement représente une augmentation de 33% du volume de chocolat Fairtrade en Belgique. Et ce partenariat, il a été conclu avec la coopérative Yeyasso, qui veut dire Village d'Espoir. C'est une coopérative en Côte d'Ivoire. Et avant notre partenariat, cette coopérative ne vendait pas 1 gramme de fèves aux conditions Fairtrade. Donc, depuis notre engagement, c'est 4000 cultivateurs au sein de la coopérative Yeyasso qui produisent 5000 tonnes de fèves de cacao par an. Maintenant, 20% de leur volume devient Fairtrade grâce au projet Galère, ce qui signifie 400 000 euros par an de revenus supplémentaires pour les cultivateurs et 200 000 euros par an de revenus supplémentaires pour la coopérative dans son ensemble. Et un chiffre clé, en 2020, c'est 6 000 personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté grâce à notre partenariat et l'engagement Fairtrade qu'on a pris. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en Afrique? Parce que 70% du volume mondial provient d'Afrique et la toute grande partie du problème social est en Afrique. Donc, si on veut faire bouger les lignes, c'est là qu'il faut se trouver. Alors, l'autre partie prenante au niveau du P de People, c'est le personnel. Alors, nous sommes en train de mettre en place un modèle collaboratif et c'est un modèle qui n'est plus pyramidal et hiérarchique. Il est inspiré de l'holacratie, comme vous le disait Salvatore, Hola, le cercle,
méritocratie le pouvoir. Donc, ça veut dire que les décisions se prennent au sein de cercles selon l'intelligence collective basée sur le consentement. Alors, on lance le projet de manière très pratique mi-avril, mais alors on ne devient pas une entreprise collaborative en 2 coups de cuillère à peau. Il faut savoir que cette nouvelle organisation, elle a été pensée en petite équipe de 12 personnes. Elle a été réfléchie, enrichie, et puis la réflexion a été élargie à 40 personnes. Le modèle a de nouveau été challengé, enrichi, amélioré, toujours selon l'intelligence collective. Et depuis le mois de janvier, toute l'entreprise, donc 170 collaborateurs, collaboratrices, sont formés à ce changement, avec notamment des formations sur l'ego, l'estime de soi, la communication violente, comment donner un feedback pour être certain que les conditions au sein de la chocolaterie soient réunies pour que ce modèle devienne un modèle gagnant. Alors, on est du coup vraiment outillé pour aborder ce changement de la façon la plus sereine qui soit. Alors, ce modèle, au-delà de générer de l'intelligence collective, il va bien sûr générer du bien-être au travail, de la non-discrimination et un équilibre travail-vie privée. Et au niveau du grand futur, nous avons également la volonté de devenir une entreprise inclusive. En fait, nous voulons mettre nos forces au service de la communauté parce qu'on n'est pas tous égaux, mais il y a de la place pour tout le monde. Et donc, nous voulons vraiment dessiner une société qui n'est pas basée sur la méritocratie et la compétition. Et comme on vous le disait, au sein de notre modèle, nous réfléchissons à un cercle. Et donc, il y a un cercle qui est imaginé pour l'entreprise inclusive, pour que prochainement, on puisse intégrer des personnes déficientes. Alors, c'était la partie pour les engagements pour l'humain et je repasse la parole à Salvatore pour les engagements pour la planète. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que on s'est fait auditer par une société, une start-up qui s'appelle Gimpact, qui est une start-up qui a mis au point un algorithme sur base de la norme PEF. La norme PEF est une norme européenne qui ne prend pas seulement en compte le CO2 ou les gaz à effet de serre, mais qui prend en compte toute la problématique de l'empreinte environnementale, la pollution de l'air, des eaux, etc. Et lorsque nous nous sommes fait auditer, nous nous sommes rendus compte que 60% de l'empreinte environnementale de la filière chocolat était située principalement sur l'amont de la filière, sur les techniques de culture du cacao, de la fève de cacao. Alors, à partir de cet élément-là, parce que moi, à la base, j'aurais imaginé que le transport, notamment, était très important. Et évidemment, en tant que marin, j'aurais voulu pouvoir tout de suite redescendre des fèves avec un cargo à voile, parce qu'on est en train de plus en plus de développer des cargos à voile, et ça commence à se faire. Et en fait, si je l'avais fait, eh bien, je me serais fait plaisir. Et une grande leçon de toutes nos études, c'est qu'il y a une énorme confusion actuellement sur le marché. Ce qui d'ailleurs a pour conséquence notamment d'empêcher ce consommateur à devenir un vrai consommateur parce qu'il est confus. On crée un système dans lequel il ne comprend plus grand-chose. Donc, par exemple, il y a une confusion régulière entre le bio et les circuits courts. Il y a une confusion entre la problématique de CO2, de gaz à effet de serre et de pollution et d'empreinte globale. Il y a des confusions également dans les différents labels d'équité. Et à ce sujet-là, donc, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, on a audité tous ces labels, on s'est posé toutes ces questions et on s'est rendu compte que, par exemple, pour faire vraiment bouger les lignes dans le monde de l'équitable, eh bien, aujourd'hui, c'était Fairtrade, ex-Max Havelaar, qui pour nous fait vraiment bouger les lignes. C'est pour ça qu'on a fait un partenariat stratégique avec eux. Et donc, sur base du constat que donc 60% de l'empreinte environnementale de la filière chocolat était localisée en amont, nous avons fait un partenariat avec une coopérative, Yayaso, avec laquelle nous avons transféré nos 1000 tonnes, comme Vanessa vous l'a expliqué, et nous avons mis en place
2 programmes. Alors, le premier programme est un programme d'agroforesterie. L'objectif de ce programme, d'abord, qui sont nos partenaires? Au niveau financier, la Fondation Roi Baudouin, et au niveau scientifique, l'Université de Liège, et notamment avec Jean Blou. Et donc, l'objectif, c'est quoi? Il est triple. C'est de trouver des plantes qui potentialisent le cacaoyer. Deuxièmement, d'amener une diversification du revenu du cacaoculteur. Et troisièmement, on s'est rendu compte que tout ce qui était diversification en Afrique était fait par les dames. Et donc, d'amener cette diversification au travers de l'émancipation des dames. Et nous avons mis tout cela en place. Aujourd'hui, on est très, très bien avancé dans le projet. On a créé des pépinières où les cacaoculteurs eux-mêmes sont en train de développer leurs plantes. On a identifié des plantes qui potentialisent à la fois le cacaoyer, mais également qui amènent une diversification de revenus. Un exemple, l'ACPI. L'ACPI est un fruit local en Côte d'Ivoire qui s'apparente à une amande et qui est un élément important dans la cuisine ivoirienne. Eh bien, on s'est rendu compte que l'ACPI potentialisait le cacaoyer. Et alors, la folie de ces 50 dernières années, c'est que pour qu'un cacaoyer pousse de manière optimale, il doit être à l'ombre et dans l'humidité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est tout près de l'équateur. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans? C'est que pour gagner des surfaces de terre, pour pouvoir produire plus de volume, on a déforesté et on a coupé 90% de la forêt primaire du Ghana et de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la folie parce qu'en réalité, pour pouvoir avoir accès à des capacités de production excédentaires à court terme, on a créé un terroir qui n'est pas le bon terroir pour le cacaoyer. Donc, on est en train de recréer tout cela avec notre partenaire Yayaso. Aujourd'hui, sur les 4000 cultivateurs, 15% sont intégrés dans ce programme d'agroforesterie. Et je pense que là où on est aujourd'hui, je peux vous dire déjà qu'on sera au-dessus de 50 000 plants ou arbres plantés dans les 3 ans. On tournera entre 50 et 70 000. Le deuxième programme que nous avons mis en place, c'est celui de la fève vertueuse. Et donc là, on travaille plus sur les pesticides et sur les engrais. Et notre partenaire, c'est l'Université de Gand. Et toujours avec cette même coopérative, et là, ce programme est destiné, aujourd'hui, il est testé par 10% des cultivateurs. On est arrivé, par exemple, à la conclusion, et ça va vous faire rire, mais la fiente de poulet est plus intéressante pour le cacaoyer que les engrais chimiques. Mais en même temps, en ayant du poulet, on a de la chair et on a en même temps une diversification du revenu. Et donc, on voit que nous sommes en train de travailler avec cette coopérative grâce à cet ancrage que nous avons en Côte d'Ivoire, à la fois sur le social et à la fois sur la planète. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément clé que je dois vous expliquer. Comment voulez-vous motiver des personnes à mettre en place des techniques vertueuses par rapport des techniques de culture vertueuses par rapport à la planète quand on ne sait pas, quand ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le soir, voire pire, qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont donner à manger à leur enfant. Et donc, on se rend bien compte que l'Afrique est dans le cas dans notre filière chocolat, l'Afrique est vraiment l'élément clé géographiquement sur lequel on doit travailler. 70% du volume provient d'Afrique. 2, la pauvreté est telle dans la filière que si on veut en plus leur demander d'utiliser des techniques, de mettre en place des techniques vertueuses par rapport à la planète, c'est pas possible. Donc on doit travailler les deux en même temps. Et c'est sur base de ce constat que nous avons fait ce partenariat avec cette coopérative, également avec Fairtrade, et on travaille, comme vous le constatez, à la fois sur le social et à la fois sur la technique de culture. Alors, oui, j'oubliais un élément important. À la fois, dans le premier programme, la Fondation Roi Baudouin est clé au niveau du financement. Et dans le deuxième, c'est Enabel
donc le service au développement du gouvernement. Alors, nous avons également toute une série d'initiatives internes à l'entreprise. Alors, c'est beaucoup moins important parce que lorsqu'on analyse grâce à Glimpact l'influence sur l'empreinte écologique et environnementale du fonctionnement de l'entreprise, le transport et le fonctionnement de l'entreprise, c'est 10 à 15%. Donc, si vous voulez, en très résumé, 60% c'est les techniques de culture, 20 à 25% c'est le packaging, et 10 à 15% c'est le fonctionnement de l'entreprise et les transports. Maintenant, ceci étant dit, c'est important dans une entreprise à raison d'être d'insuffler une culture par rapport au P de planète, par rapport au P de people aussi, mais par rapport au P de planète. Et donc, nous avons mis en place un cercle qui s'appelle le Green Team et qui a mis en place toute une série de projets, diminuer le CO2 de notre parc automobile, éliminer les bouteilles plastiques, purification de l'eau. Donc, on est raccordé à l'eau publique, mais on a des purificateurs. On a mis toute une série d'écrans solaires sur le toit qui gère d'ailleurs quasiment 100% de notre besoin. Donc voilà, on a toute une série d'initiatives internes, mais encore une fois, cela n'influence que 10 à 15% de notre empreinte environnementale. Le cœur est en amont. Alors, voilà pour la partie des grands engagements. Engagement people, je le rappelle, le cacao-culteur, le personnel avec le nouveau mode de gouvernance. Au niveau de la planète, les deux grands programmes que nous avons avec notre partenaire Yayaso, les initiatives en interne, et puis surtout cette capacité à objectiver grâce à cette start-up, Glimpact, qui a mis au point cet algorithme et qui nous permet au fur et à mesure d'avoir des KPI et de se mesurer. Alors, vous devez savoir que tout à l'heure, je vous disais que qu'un élément important de notre approche est la transparence. Et donc, une fois par an, nous allons éditer un rapport raison d'être qui sera sur notre site et où on va se mesurer par rapport au P de profit, P de people et P de planète, où on va expliquer ce que nous avons réussi, mais également ce que nous n'avons pas réussi et comment on va faire pour le réussir dans le futur, de sorte à ce qu'on soit transparent vis-à-vis du consommateur, mais vis-à-vis de tout le monde, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Voilà pour les grands engagements. Je crois qu'on est à la... Est-ce qu'on s'arrête ici et on répond aux questions ou on passe... Oui. Parfait. Toute une série de questions qui sont rentrées. Pas mal de questions par rapport à la prise de décision. D'abord, de façon assez générale, est-ce que par rapport à la transformation que l'entreprise est en train de vivre, c'est un peu là, est-ce qu'il y a un pilote qui fait ça à plein temps, hein, ou bien est-ce que ce sont les collaborateurs qui décident? Par exemple, une question précise, est-ce que le projet d'agroforesterie était une proposition d'un collaborateur ou est-ce que c'est une proposition une décision que tu as prise? Voilà, comment se prennent en fait les décisions et s'il y avait moyen de donner des exemples, ça ferait plaisir. Bien. Alors, pour que je puisse vous donner des exemples, il faut que je rentre un petit peu dans le détail de notre modèle. Donc, nous avons deux types de cercles, ce que nous avons appelé les cercles permanents, c'est-à-dire que ce sont des cercles qui adressent la gestion journalière de l'entreprise. Ils peuvent être de court terme, de moyen terme ou de long terme. Donc, par exemple, les opérateurs d'une machine qui s'appelle ACOS, eh bien, il y a un cercle ACOS qui est un cercle court terme et ils prennent des décisions qui touchent au fonctionnement à l'interaction qu'ils ont avec les magasiniers, etc., avec les techniciens qui proposent des améliorations par rapport au process de leur machine et du process de production. Donc ça, ce sont des cercles permanents. Il y en a des cercles permanents moyen terme qui traitent de sujets qui influencent la vie de l'entreprise de 6 à 18 mois. Et puis, il y a des cercles permanents, donc toujours dans la gestion journalière de l'entreprise, qui traitent des sujets long terme stratégiques. Et alors là, on parle de cercles de pilotes.
À côté de cela, il y a un autre univers qu'on appelle poids d'évolution et donc cercle d'évolution. Un poids d'évolution, c'est une idée, c'est une opportunité, c'est un risque qui est identifié dans un des cercles permanents de l'entreprise et qui est considéré comme étant justifié et comme étant devant être adressé. Et dans ce cas-là, on crée un cercle d'évolution qui, lui, par définition, n'est pas permanent, mais il est éphémère. Il traite du point jusqu'à ce qu'on l'ait résolu. Et un exemple, l'entreprise inclusive est un cercle d'évolution qu'on appelle le cercle inclusif. Siègent dans les cercles permanents les personnes en fonction de leur boulot. Évidemment, dans le cercle de la machine à cosse, on ne va pas y mettre un commercial qui ne sait pas, qui ne pourrait pas adresser quelques problèmes que ce soit, quelques thématiques liées à la machine, il ne la connaît pas. De même, on ne demande pas à un opérateur de machine de siéger dans le cercle permanent commercial. Par contre, siège dans ces cercles d'évolution toute personne qui peut apporter une valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Pour le cercle inclusif, une personne travaille à l'encodage des commandes et quand elle a su qu'on allait mettre en place ce cercle, elle m'a envoyé un email en disant « Écoute, tu dois savoir que j'ai fait des études d'assistance sociale pour personnes déficientes. » Et donc, évidemment, elle a intégré le cercle alors qu'elle travaille aux commandes, à l'encodage des commandes, tout simplement parce qu'elle avait une valeur ajoutée qu'elle pouvait apporter à ce thème-là. Donc, cercle permanent s'occupe de la gestion journalière de l'entreprise et on y siège en fonction de son métier. Cercle d'évolution, on adresse toute opportunité ou risque et on y siège en fonction de la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Alors, s'agissant maintenant du projet d'agroforesterie, nous avons un cercle moyen terme qui s'appelle le cercle éthique, où siègent toute une série de membres du personnel, dont des pilotes, des copilotes, mais également des coordinateurs, des experts. Et c'est dans ce cercle-là qu'on a pris la décision par consentement. Donc, je rappelle que le consentement par rapport au consensus, le consentement, c'est la majorité simple débattue. Donc, si on a 6 personnes sur 10 qui votent, on demande aux 4 autres s'ils sont capables de dormir tranquille avec la décision. Si oui, la décision est donc prise. Sinon, on demande aux 4 personnes quels sont les arguments raisonnables qu'ils ont contre cette idée. Ils l'expliquent, on revote et puis la décision est prise. Le consensus, cela voudrait dire que tout le monde dit oui. Ce qui, évidemment, dans une entreprise, bloque beaucoup, ne la rend pas agile du tout. Donc voilà comment ça fonctionne. Il y a donc 3 types de profils chez Galère. Il y a des experts qui s'occupent du court terme, de l'opérationnel. Il y a des coordinateurs qui s'occupent du moyen terme. Il y a des copilotes qui s'occupent du long terme. Et le lien entre ces 3 horizons n'est ni un lien hiérarchique, ni un lien d'importance, mais un lien de cohérence. Donc, si l'exemple que je prends chaque fois, je vais juste un petit peu dans le détail parce que c'est intéressant. L'exemple que j'ai pris en formation avec le personnel, c'est ce que j'ai appelé l'exemple Liège-Barcelone. On décide stratégiquement d'aller à Barcelone en partant de Liège. Ça, c'est la décision long terme stratégique. On part et on arrive à Nancy. Et à Nancy, grâce à Google, on se rend compte qu'à Lyon, une usine a explosé et il y a une contamination chimique qu'on ne peut pas passer. On va donc, grâce à Google Maps, on va dévier et on va peut-être passer par Saint-Étienne et aller rechercher l'autoroute du Soleil après Lyon. Ça, c'est la décision tactique, moyen terme. On arrive à la frontière espagnole, il y a un orage énorme. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les essuie-glaces, on met les phares, on ralentit pour ne pas, parce qu'on ne voit plus rien. Et finalement, on arrive à Barcelone. On est arrivé à Barcelone, pourquoi? Parce qu'on avait pris une décision stratégique à long terme, qu'à moyen terme, quand on était à Nancy, on n'a pas été sur Strasbourg vers la Suisse et l'Italie, mais on a enroulé Lyon. Et troisièmement, parce qu'à court terme, on a adapté sa vitesse, on s'est adapté à l'orage à la frontière espagnole. Si on est arrivé à Barcelone, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui était plus important que l'autre, c'est parce que les 3 horizons étaient cohérents l'un avec l'autre. Et donc, c'est comme ça que les cercles sont construits et que les rôles sont construits au sein de l'entreprise. Merci, Salvatore. Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que c'est un modèle qui mérite au moins une demi-journée de formation, mais voilà. Ouais.
au moins. Et donc, tu n'as pas une personne, bien sûr, qui pilote toute la transformation, c'est plutôt l'ensemble de l'entreprise. Et bien sûr que tu as un rôle de leader là-dedans, c'est certain, comme il y en a d'autres aussi qui ont ce rôle-là. Okay. Bien sûr. Alors, une question par rapport au prix. Est-ce que le fait de passer en fair trade, bien sûr, ça augmente le coût des fèves de cacao. Comment est-ce que ça a été répercuté? Est-ce que c'est le consommateur qui paye plus cher? Est-ce que c'est l'actionnaire qui a moins de bénéfices? Comment ça se passe? Il y a aussi des questions sur l'aide financière, finalement. Est-ce que le modèle tient la route, même sans aide financière, par exemple, de la Fondation Roi Baudouin? Oui. Alors, s'agissant du prix, je laisserai Valérie vous en parler parce qu'elle va vous parler du consommateur et vous allez voir que évidemment il fallait créer les conditions économiques pour que ce consommateur puisse devenir un consommateur. Je vais lui laisser adresser le sujet si vous voulez bien. Alors, s'agissant du programme d'agroforesterie de la Fondation Roi Baudouin, Nabel, etc., il faut comprendre. Donc, le programme en lui-même, c'est un budget d'un demi-million d'euros sur 3 ans. Financé à 50% par la Fondation Roi Baudouin, 50% par Galère. C'est donc une somme importante, mais en même temps, si je prends Fairtrade, c'est 600 000 euros annuels. Donc, on peut aujourd'hui faire bouger les lignes et participer au changement sans mettre des dizaines de millions sur la table. Donc, parce qu'une fois qu'on a réussi à convaincre IASO au travers du programme que donc replanter des arbres augmente la productivité du cacaoyer, que intégrer des techniques vertueuses de culture augmente la qualité du cacao. Après, la coopérative l'intègre et la développe pour l'ensemble de ses cultivateurs, puisqu'elle a un intérêt économique. Mais amorcer la pompe n'exige pas des dizaines de millions. Et il suffit de vouloir le faire et d'accepter de mettre 250 000 euros. Alors, c'est de l'argent, hein, c'est pas ça. Mais accepter de mettre 250 000 euros sur la table. Et donc, avec un demi-million, on a pu gérer l'ensemble du projet agroforesterie, par exemple. Ok. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas des dizaines de millions pour faire bouger les choses aujourd'hui. Mais il y a quand même un surcoût. Et qui paye ce surcoût? Eh bien, Valérie va vous l'expliquer. D'accord. Parfait. Alors, je propose qu'on passe à la suite. Parce qu'en effet, c'est une juste question. Parce que si le pay de profit est tout aussi important que le pay de people et le pay de planète, il faut bien qu'on ait réparti tout cela et qu'on l'ait amorti. Tout à fait. Okay. Je cède la parole à Valérie. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous tenez le coup, que vous avez un petit chocolat près de vous pour passer le temps. Je m'inspire qu'on est plutôt bien au niveau du timing. Voilà, ça se passe bien. Donc, je peux clôturer. Normalement, mon intervention devrait prendre une dizaine de minutes. Alors, peut-être juste parce que j'ai vu une question passer et je voudrais peut-être donner juste, ça fera la transition avec ma partie y répondre. Je pense que j'ai vu passer la question qui était comment tous ces cercles communiquent entre eux en fait et comment garantir la transparence et la bienveillance. Ça, il y a des choses, on a mis en place des systèmes un peu techniques du style intranet et ce genre de choses, une culture du PV, une charte de bon fonctionnement, etc. Et alors, on a chacun des rôles dans les cercles on a des facilitateurs, des coordinateurs. On a voilà tout un système d'organisation et c'est pour ça qu'on vous disait que le système de formation a été assez lourd quelque part à mettre en place parce qu'il faut que toutes les personnes prennent en charge entre guillemets, se retrouvent dans ces rôles-là. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on en a conscience que c'est la clé et on a essayé de mettre tous les outils en place pour y arriver. Donc voilà, moi je m'appelle Valérie, je travaille depuis 15 ans à la chocolaterie. Je pense que je suis le bon exemple du rôle d'expert au début à mes 21 ans qui est devenue coordinatrice et puis qui aujourd'hui a la chance d'être copilote et actionnaire depuis le mois de juillet. Donc tombée amoureuse de cette entreprise en tant que liégeoise depuis longtemps maintenant.
fière du projet qu'on est en train de mettre en place. Alors, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de vous expliquer en fait nos convictions par rapport aux consommateurs et au rôle qui parfois est un peu mal perçu du marketing et essayer en tout cas de vous partager notre vision que nous avons du marketing, qui peut être un marketing bon, un marketing humain et un marketing éthique. Même si voilà, il y a un monde autour de nous, on a je dirais des confrères, pour pas utiliser le mot concurrent, qui sont autour de nous aussi et on doit pouvoir jouer avec ça. Mais on est convaincu qu'on peut faire les choses de façon vraie et juste. Alors, le consommateur, en fait, c'est assez simple. On a essayé de vous résumer notre vision dans le slide que vous voyez à l'écran. Donc, comme l'a dit beaucoup Salvatore, le but, c'est de le transformer en consommateur. Et vous allez me dire, oui, mais ne soyons pas naïfs, vous êtes une marque de chocolat. Voilà, vous êtes censé procurer du plaisir aux gens, ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a personne qui achète une barre de chocolat pour changer le monde, restons concrets. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est au-delà du plaisir, du goût, qui reste la priorité quand on fait du chocolat, c'est d'amener au niveau de nos chocolats une réflexion nutritionnelle et un devoir de santé en plus. Donc attention, ça ne prend pas le dessus sur le goût, mais en tout cas, on essaye qu'au niveau de l'équilibre nutritionnel qu'on met dans nos produits, il soit le meilleur possible. Donc, on a travaillé de nouveau en cercle avec des nutritionnistes et autres pour essayer d'apporter moins de sucre dans nos chocolats et apporter plus de fibres. Voilà, ça c'est un des exemples pour que les gens qui croquent dans un chocolat, qu'ils trouvent bon, se disent aussi, c'est entre guillemets le moins mauvais possible pour mon corps. Et à cette notion-là, on ajoute la notion du prix, du juste prix. Donc ça, on en vient à ce que mes collègues vous ont expliqué avant. Parce que si on veut que le consommateur soit partie prenante et nous suive en fait dans notre projet et au travers du goût et du chocolat qu'ils aiment et qui veulent donner du sens au goût avec nous, il faut que ce chocolat il reste accessible et que la qualité du coup reste abordable. Et donc là, on a mis en place un concept qu'on a appelé l'euro pour l'euro. Donc, ce qui veut dire de façon très simple que l'euro que l'on paye en plus au cacaoculteur, on veut que ce soit l'euro que le consommateur, in fine, au travers de tous les intervenants, paye. Et on est convaincu que le fair trade ou voilà, les choses qui prenaient l'engagement jusqu'à aujourd'hui, c'est une notion qu'ils n'ont peut-être pas pris en compte dans le sens où toutes les parties prenantes de la chaîne, en général, margeaient à chaque étape. Et du coup, le 1 euro qui était donné en plus au cacaoculteur, en fait, se retrouvait parfois transformé en 6-8 euros du kilo aux consommateurs. Et donc, il y avait un espèce de gap entre les différentes parties prenantes et finalement, on n'arrivait pas à créer les conditions pour que le consommateur soit complètement solidaire du cacaoculteur. En tout cas, ça devenait hors de prix pour lui. Et donc, c'est là un petit peu que nous, on a changé notre vision, notre façon de voir les choses. On s'est dit, si on veut réussir, on ne doit pas réfléchir qu'en amont de la chaîne, mais on doit aussi intégrer l'aval de la chaîne et le consommateur. Et puis ensuite, on se dit, OK, le consommateur qui croque dans un chocolat galère, il a ce goût qu'il aime. Bon, il y en a qui n'aimeront jamais le goût galère, ça, c'est pas un souci, et qui sont fans d'autres chocolats, mais celui en tout cas qui aime notre chocolat, son goût, il se dit, en plus de ça, c'est le moins mauvais possible pour mon corps, je l'achète à un prix juste, et en plus, je sais qu'en achetant ce chocolat, j'amène du sens, je contribue à un monde meilleur avec un chocolat qui a une dimension éthique. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, le cercle vertueux qu'on a essayé de créer par rapport aux consommateurs. Alors, ce que je vais faire, juste pour vous expliquer après concrètement comment on traduit ça au travers de notre marque, de nos produits, de notre identité, je vais vous passer un film d'1 minute simplement pour vous illustrer cette vision. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de choisir. D'opter pour des produits qui respectent notre santé, soutiennent le travail équitable, tiennent compte de la planète. Bien plus que des consommateurs, nous sommes des consommateurs. Nous avons le pouvoir et la responsabilité de choisir des produits qui ont du sens.
À l'horizon de 2020, la chocolaterie Galère prend le cap du bon sens, avec des produits de qualité, toujours plus sains et savoureux. Le juste prix pour chacun des acteurs. Grâce à 100% de cacao Fairtrade. Un projet d'agroforesterie majeur. La volonté de réduire son impact environnemental ainsi qu'une organisation du travail collaborative. Ensemble, par nos choix, donnons du sens au goût. Galère. Croquons dans un chocolat pour un monde meilleur. Donc voilà, ça c'est je dirais, la vision traduite en images. Maintenant, on se dit, bon, vous êtes une marque, vous existez depuis 45 ans, hein, depuis 1976. Vous pouvez très bien avoir un nouveau projet d'entreprise et vous n'êtes pas forcément obligé de le traduire au travers de vos produits, au travers de votre marque visuellement. Donc là, on a eu pas mal de débats en interne, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit, OK, on fait vraiment un focus sur notre raison d'être et notre projet d'entreprise, sur l'héritage qui existe depuis 40 ans et sur toutes les tendances sociétales et internationales qui sont porteuses à l'horizon jusque 2030. Ce que les gens ont vraiment besoin, ont envie d'entendre et ce pourquoi ils consomment des produits. Et sur base de ça, on a construit notre nouvelle stratégie de marque. Et là, vous allez voir qu'on avait plusieurs options. Soit on faisait confusion entre notre raison d'être, notre projet d'entreprise et notre marque, en devenant complètement Fairtrade, en mettant l'accent uniquement sur ça, sur la planète, sur les engagements, etc., où on maintenait quand même une distance par rapport à ça en les mettant comme éléments de réassurance, mais en gardant notre plateforme de marque construite sur notre héritage. Et c'est le parti que nous avons choisi de prendre. Donc, on s'est affirmé en septembre 2020 comme une chocolaterie indépendante. Donc, pour ceux qui nous connaissaient, vous voyez qu'on est passé du mot galère chocolatier à galère chocolaterie indépendante. Le mot chocolaterie, il met l'accent sur, maintenant vous comprenez mieux avec toute l'explication que vous venez d'avoir, mais sur la collectivité, sur le fait qu'on veut que le projet soit incarné par toute l'entreprise et par toutes les parties prenantes et plus que par une personne. Et puis avec la notion de chocolaterie, vous avez toutes ces chouettes notions de le côté joyeux, le côté gourmand, le côté magie qu'apporte cette notion. Et puis au niveau de l'indépendance, ça c'est un mot qu'on nous a souvent, on interpelle avec ce mot, on s'est dit mais pourquoi vous utilisez ce mot ? Pour plein de raisons, tout simplement parce qu'on est liégeois et qu'on voulait absolument réaffirmer notre ancrage, donc Liège, belge. Et quelque part, Liège, c'est la République libre d'Outremeuse, cette principauté. Et on voulait vraiment être fiers de nos origines et le réappuyer. Et puis, avec la notion d'indépendance, il y a cette notion d'audace qui ressortait aussi. Libre de nos choix, pouvoir décider de partenariat. Voilà, demain, je peux peut-être vous le dire en avant-première, mais on va annoncer dans la presse un tout nouveau partenariat. Je pense que tu n'en as pas parlé, Salvatore. Donc, on vient de s'associer à Jonas Jerkens, qui est le premier skipper belge, pour ceux qui connaissent, qui participe à la Route du Rhum, à la Jacques Vabre, qui a créé les Red Dolphins au niveau des Jeux Olympiques, etc. Et donc, qui porte aussi, il est liégeois, il porte aussi plein de valeurs, les valeurs de l'aventure, de l'éthique et ce genre de choses. Donc, on voulait s'associer à lui. Et donc, voilà, on est libre de le faire de nouveau au travers de nos cercles, etc. Donc, on a cette audace. Et le fait qu'on n'appartient pas à un grand groupe comme ceux qui existent autour de nous, qui gravitent dans le monde de la grande distribution, qui est notre cours de récréation, entre guillemets, donc dans les rayons, Mondelez, Kraft, Unilever, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser le mot indépendant, l'adjectif indépendante. Il y a ça aussi un clin d'œil par rapport à l'entreprise collaborative et au fait que chaque collaborateur, quelque part, est indépendant au sein de l'entreprise. Et donc, voilà, c'est toute l'histoire qui se cache derrière ça. Et donc, ce qu'on voulait dire aussi, ici, vous avez le texte, je pense que vous allez avoir la présentation qui va vous être partagée, donc vous pourrez le lire au calme, et tout vous a déjà été dit, mais vraiment, ce qu'on veut transmettre, c'est le fait que changer le monde, le rendre le plus joyeux pour tous, des producteurs aux artisans en passant par nos consommateurs, commence par une barre de chocolat.
Et c'est vraiment ça qui se retrouve derrière, entre guillemets, toute notre stratégie de marque. Et donc, vous allez me dire, bah, ça c'est très bien, mais vous ne pouvez pas placarder ça dans les magasins. Vous n'êtes pas justement Mondelez, vous avez des moyens, entre guillemets, de PME pour communiquer. Donc, comment vous faites pour qu'aujourd'hui, le consommateur, il soit au courant de tout ça? Alors, ça aussi, on a beaucoup réfléchi. On s'est dit, bah, notre premier vecteur de communication, c'est le produit. Et donc, on devait changer notre identité. On devait se repositionner et affirmer beaucoup plus nos valeurs pour, entre guillemets, attirer l'œil dans les rayons et pour donner envie aux consommateurs de venir découvrir ce qu'on avait dans le ventre et ce qu'on avait envie de raconter. Donc, c'est vrai qu'on a fait un énorme changement. On a voulu casser les codes, recréer de la proximité avec le consommateur. Et bon, pour ceux qui ont... Enfin, je pense que tout le monde maintenant a vu un peu notre renouveau au niveau des packaging, mais vous comprenez mieux tout ce qu'il y a derrière. Donc, je vous passe un mini-film et puis après, je vous promets, j'ai plus que quelques slides et puis vous pourrez poser vos questions. Et donc voilà, ce film, il résume vraiment un petit peu tout ce qu'on vient de vous expliquer. La manière dont nous, humblement, on a essayé de le résumer dans un film pour vraiment faire comprendre toutes les valeurs et faire aussi comprendre pourquoi ce changement, parce qu'on avait quand même 40% de nos consommateurs qui étaient des vrais fans. Donc, on savait que le changement qu'on a opéré au niveau de l'identité allait quelque peu heurter, allait quelque peu même attrister certaines personnes. Et donc, on a mis vraiment beaucoup d'efforts à essayer d'expliquer. On sait que c'est pas fini, c'est un chemin. On essaye aussi de convaincre de nouveaux consommateurs, forcément. Et donc, l'idée, c'est d'être cohérent avec vraiment, comme je vous le disais, l'ancrage,
Vous voyez le logo qui ressemble à un cachet qui est gage de qualité. Le goût, la joie, la liberté, c'est un clin d'œil à la Brabançonne, évidemment. Et alors, notre nouveau style identitaire, en fait, c'est un G qui est composé de 2 polices parce que chez Galère, c'est le contraste, on ne choisit pas. On n'est pas l'un ou l'autre, on est l'un et l'autre. Et alors, on a ce G qui vient, en fait, se mettre sur toute notre identité comme un confetti qui explose ou un feu d'artifice qui vient arborer tous nos packaging pour justement communiquer sur cette notion de fête, de joie, ce côté frondeur festif du liégeois. Et voilà, du coup, ce que ça donne dans les grandes lignes. Alors, je terminerai par vous dire que voilà, ici, je vous partage les visuels de saison. Donc, vous avez les petits œufs de Pâques que vous connaissez, mais alors, en avant-première plus, on vous présente le petit dernier de la chocolaterie qui sortira le 19 avril, juste après Pâques. Donc, ça s'appelle les Raouettes. C'est le petit plus qu'il nous manquait, qui vous manquait, on espère. Et donc là, c'est une gamme de 10 mini chocolats de 5 grammes, vraiment voilà, emballés dans des flopacs. Il y a 10 sortes différentes. Ils sont pour la majorité au minimum source de fibres. Et donc, l'idée, c'était vraiment de réaffirmer notre ancrage avec le nom et de combler un moment de consommation qu'on n'avait pas encore à la chocolaterie, qui est le petit moment devant la TV, le petit moment pour soi, je dirais sans complexe, que l'on prend avec 5 grammes de chocolat. Voilà, ce qui n'est pas énorme en soi. Et voilà, je pense que je termine la présentation et je vous remercie vraiment tous pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui, comme moi, n'ont pas encore mangé. Oh, Mais désolée. la présentation réellement nous fait baver. Voilà. Alors, j'attends encore vos questions si vous en avez. Je vois qu'il y a pas mal de réactions très, très positives. Une question, comment intégrer le consommateur dans la réflexion? J'entends que par le marketing, vous l'interpellez par des vidéos comme celle qu'on a vue, mais comment l'intégrer dans la réflexion et peut-être recevoir de lui un retour pour l'évolution aussi de l'entreprise? Simplement, ça pour dire oui, effectivement, que c'est super, super important. Donc, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, le produit que vous voyez là, les Raouettes, on a intégré le consommateur au travers de panels consommateurs tout au long de la réflexion. Mais ça, on va dire, c'est la méthodologie classique. D'autres que nous le font déjà. Et ce qu'on va faire pour les… Là, de nouveau, je vous donne un scoop, entre guillemets, mais c'est pas grave. Vous le méritez bien vu l'heure qu'il est. Pour les 45 ans de la chocolaterie, on a décidé de lancer justement un espèce de club de croqueurs de chocolat. Je ne sais pas encore si ce sera le nom définitif. On est toujours en train d'y réfléchir. Mais on aimerait pouvoir donner accès à au minimum 100 personnes, des gens qui tous les mois recevraient soit des questions, soit des packs pour tester avec nous, les intégrer vraiment dans la réflexion des goûts, puisque nous, tous les jours, on goûte nos productions en cercle, mais pouvoir aussi intégrer des panels de consommateurs régulièrement. Je vois qu'il y en a qui sont volontaires. Des concours aussi, c'est Serge, des concours aussi. On essaye vraiment maintenant, voilà, on reste une petite équipe. Donc, ce n'est pas forcément toujours évident de répondre à toutes les sollicitations. On a aussi un site internet où les gens peuvent poser des questions. On a un service consommateur, on essaye d'y répondre. Mais on sait qu'on doit aller vers ça et le consommateur, bien sûr, on doit l'intégrer dans la réflexion aussi. Et alors, à la base. Un autre élément, c'est qu'on a la chance d'avoir… disons que pour le Covid, ce n'est pas une chance, mais… en dehors du Covid, ça l'est. On a la chance d'avoir quelques boutiques qui nous appartiennent et ça nous permet d'être très en contact, très proche du consommateur. Et lorsqu'on a une idée, on le teste tout de suite en boutique. Et on questionne le consommateur et on revient toujours avec son feedback parce que plusieurs fois, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon. Parfois, on a des croyances, on est convaincu qu'on détient la 7e merveille du monde, et puis dès qu'on va voir le consommateur, on se rend compte que c'est pas tout à fait cela. Et donc, je crois que il faut faire preuve d'humilité et savoir écouter le consommateur. C'est l'ABC, c'est l'ABC de la démarche. Et peut-être aussi rajouter, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur,
En fait, on a pas mal de partenariats avec les écoles de la région enfin, voilà, et de Bruxelles aussi, où en fait, on essaye de prendre un maximum d'étudiants qui font des mémoires projets et qui peuvent aussi, eux, aller chercher des informations qui, du coup, peuvent avoir des premières expériences chez nous, mais nous apportent énormément. Et donc, pour le moment, on a un groupe d'étudiants qui fait justement tout un travail sur le consommateur, comment il a vécu le changement, parce que je ne sais pas, peut-être que Pierre, s'il est revenu, me repartagera une question. Ah ben voilà, je crois que j'ai vu passer une question, mais c'était très vite par rapport à quelles ont été les résistances à ce changement. Oui, c'est ma question suivante. Ça, c'est Donc, quoi? si tu Oui. veux y répondre sans que je la pose, c'est parfait. Mais dis-moi, parce qu'elle n'est pas apparue La en question est entier. suivante. Quelles ont été les plus grosses difficultés dans ce changement d'identité? Comment ce nouveau modèle a été perçu par le personnel? Alors, ça, j'adore expliquer ça tellement ça a été notre vie pendant 2 ans. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré directement le personnel et on a voulu créer l'émotion et comment dire et vraiment créer un énorme momentum. Donc, on les a réunis à l'époque où le Covid n'existait pas encore, juste avant. On a vraiment voulu leur faire un cadeau et on leur a partagé en fait nos idées et nos hypothèses par rapport à tous ces changements-là. Et puis après, on les a intégrés en petits groupes de formation pour qu'ils puissent aussi challenger le modèle. Donc, il y a eu plus ou moins 9 mois qui se sont écoulés entre la présentation au personnel et la présentation aux consommateurs. Ça, c'était super important qu'eux-mêmes soient convaincus du changement, qu'ils puissent avoir évacué eux-mêmes leur frustration, parce que je vous assure que la première fois qu'ils ont vu nos idées de packaging, etc., bon, des gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, leurs parents, leurs mamans, leurs grands-parents travaillaient à la chocolaterie, bah, voilà, on touche à des choses qui sont vraiment dans leur trip. Et donc, il fallait aussi qu'on les écoute, ces gens-là. C'est vraiment une histoire de famille, la chocolaterie, donc c'était important. Donc, les réticences au niveau de l'interne, on pense qu'on les a gérées. Et là, justement, comme je vous le disais, on prend régulièrement la température au travers de questionnaires, on va les voir, on les laisse s'exprimer. Et par rapport aux consommateurs, le plus gros challenge, ça a été au départ de les rassurer quant au goût. Et de leur dire, c'est pas parce que le look change que le goût change. Et ça a été vraiment notre axe au départ. Et du coup, maintenant, souvent, on nous dit, oui, mais on ne sait pas que vous êtes Fairtrade, on ne sait pas que vous vous engagez, etc. Mais on sait que c'est comme l'homéopathie, hein, en fait. C'est à force de sa petite dose qu'on va y arriver. On n'avait pas l'ambition que d'un coup, d'un seul, sans faire de la pub TV, les gens allaient être conscients de tout ça. Et donc, on fait par étapes. Et la première étape, c'était de rassurer au niveau du goût. Et puis aussi, il y avait eu toute cette histoire au niveau de l'actionnariat. On avait pas mal entendu parler des Qataris. Et on voulait surtout pas que les gens s'imaginent que parce que l'actionnariat avait, entre guillemets, changé dans leur tête, en fait, tout changeait chez Galère. Et qu'on allait porter de mauvaises intentions aux actionnaires qui l'ont vu même les changements après le personnel, pour vous dire, quoi. Et donc tout ça, il fallait qu'on fasse ça par étapes. On sait qu'on est encore au début du long chemin. En plus, on a le Covid qui s'est invité. Et ça, on ne vous cache pas que ça a été un peu compliqué pour nous. On a eu d'autres challenges qu'on n'imaginait pas. Voilà, on a beaucoup de cheveux blancs, plus Salvatore que nous, encore, je trouve. Mais voilà, c'est clair que des réticences, de la résistance, il y en a eu. On ne vous le cachera pas. Ça, c'est Mais certain. par rapport à l'interne aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener des personnes qui apportent la légitimité. Donc, la fois où on a créé ce gros momentum avec tout le personnel, etc., nous avions invité le CEO de Fairtrade Belgique, qui est venu expliquer tout ce qu'on allait faire. Donc, il se rendait bien compte que ce que je voulais, c'est qu'il soit fier et qu'il se rende compte qu'on le faisait pour du vrai. Et ici, le titre que nous venons de recevoir il y a 3 semaines de cela, donc c'est RSE de l'année 2020 en Belgique. Pour la chocolaterie, c'est super important, mais pour le personnel aussi, c'est important parce que c'est une preuve de crédibilité, c'est une preuve de fierté, de légitimité. Voilà, ça c'est par rapport à l'interne. Par rapport à l'externe, il faut savoir que quand on modifie le packaging, l'image d'une marque, il y a tout de suite une réticence. Et
Et on l'a subi. On l'a subi pendant 2 mois, ça a été assez virulent. Et puis ça a diminué. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. On reçoit des messages sur les réseaux sociaux très positifs parce que le marché commence, le consommateur commence à intégrer le changement de packaging et également le projet d'entreprise. Et donc, petit à petit, il faut un peu de temps et il fallait juste que je veille à la santé psychologique de mes collègues au marketing parce que elles sont beaucoup plus sensibles et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens peuvent se laisser aller parfois très méchamment. Et donc, il fallait faire attention à tout cela. Mais voilà, aujourd'hui, le changement a basculé positivement. Et on le voit dans les ventes d'ailleurs. On arrive tout doucement à la fin. Il y a encore plein de questions que je n'ai pas pu prendre. Je suis désolé, je suis très subjectif dans ce que je prends comme question et vous me pardonnerez. Salvatore et Valérie, plein de messages extrêmement positifs, de félicitations dans le chat, à la fois sur le goût de votre chocolat, mais surtout sur votre démarche. Et ça fait vraiment plaisir. Je prends une dernière question. Le chocolat Galère, il est populaire, mais il est quand même plus luxueux que populaire. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et donc, pour vous avez peut-être pu augmenter un peu le prix. Mais s'il y a des gens qui sont vraiment dans des entreprises, des PME ou même des plus grosses boîtes qui sont dans des produits vraiment populaires où le prix est vraiment un élément extrêmement difficile par rapport à la concurrence, est-ce que pour eux aussi, ce serait possible d'avoir une démarche comme la vôtre avec un surcoût? Je donne une petite partie de la réponse, puis je céderai la parole à Valérie. Alors, rendez-vous compte, la fève sur le marché aujourd'hui, si je fais une moyenne, c'est 2 € du kilo. Okay, même un peu moins. Ça, c'est si on l'achète sur le marché. Et nous, on l'achète 30% plus cher, c'est-à-dire 2,6 €, ce qui permet aux cultivateurs de sortir de l'extrême pauvreté. 0,6 € du kilo. Rapporté sur une tablette de 100 grammes, c'est 0,06 €. C'est rien. Donc, en réalité, c'est parce que, comme Valérie l'a expliqué tout à l'heure, c'est 0,6 € devenait 8 € du kilo. Et quand c'est 8 € du kilo, là, ça fait 80 centimes la tablette, c'est énorme. Mais vraiment, en réalité, la part d'augmentation du prix de la fève impacte très peu. C'est quasiment c'est vraiment limité. C'est très limité. Le consommateur aujourd'hui ne le voit pas. Parce que vous avez négocié avec les intermédiaires. Oui. Vous leur demandez de ne pas répercuter l'augmentation du prix sous forme de pourcentage, mais de garder leur marge habituelle, quoi. Exactement. Et parce que nous avons demandé à Fairtrade de venir avec nous. C'est-à-dire qu'on a positionné la discussion, non pas dans une discussion mercantile, mais dans une discussion réellement pour faire bouger les lignes. Et on a touché le cœur de tous les intermédiaires. Et de ce fait, on a pu répercuter l'euro pour l'euro. Donc, je cède la parole à Valérie, parce que je crois qu'elle veut dire quelque chose. Oui, simplement aussi parce que ça rejoint la question par rapport aux consommateurs. En fait, on s'était rendu compte que, en faisant les études consommateurs, que souvent les consommateurs nous percevaient beaucoup plus cher que ce qu'on est. C'est un peu comme quand vous passez devant un resto et que vous vous dites « Oh non, je vais pas y aller parce que ça a l'air cher, ça a l'air luxueux ». Donc, vous faites même pas la démarche de regarder la carte. Et en fait, on se rend compte que si vous regardez la carte, finalement, les plats, ils sont plutôt accessibles. Et avec Galère, on avait cette espèce d'héritage qui était là. C'était que les gens nous positionnaient, mais c'était vraiment impressionnant dans les focus group. Ils nous mettaient à des prix au niveau du bâton, etc., mais qui étaient parfois 3 fois, 4 fois plus élevés que ce qu'on était vraiment. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'aller vers des packaging. On nous l'a reproché au début, un peu plus cheap. Enfin, ils vont dire plus cheap, les gens, mais c'est un peu plus accessible pour justement casser cette barrière qu'il pouvait y avoir et qui était injustement perçue. Et donc, une barre de chocolat Galère aujourd'hui, ça dépend un peu, mais en moyenne, vous pouvez l'acheter entre 1,40 € et 1,60 €, ça dépend des goûts, enfin des variétés. Donc voilà, c'est une réalité, quoi. On n'est pas en train de vous parler d'une barre de chocolat qui coûte 8 €. Et alors aussi, ce qu'on fait, c'est par exemple avec la Rowett, comme on vient avec des chocolats qui sont plus petits, au niveau de l'acte d'achat du consommateur, on essaye chaque fois de ne pas dépasser un plafond psychologique. Donc, la boîte de Rowett que vous voyez ici, qui contient 20 petits chocolats, elle, on va la positionner à 3,99 €.
Donc voilà, et vous avez 20 chocolats de Nord. Donc on essaye toujours d'amener des solutions. Maintenant, on ne bradera jamais la qualité pour le prix. Donc voilà, c'est de nouveau un équilibre à avoir. Et si Pierre, est-ce que tu peux me permettre de simplement aussi remercier une personne qui est là, qui nous écoute et qui a vraiment été, enfin moi, j'ai la chance de rencontrer cette personne et elle nous a accompagnés au tout début de notre réflexion. C'est Aline Francfort. Donc Aline, je sais que tu es là et que tu nous écoutes et malgré que tu nous as déjà écouté beaucoup, tu nous as dit toujours de garder la foi, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Mais voilà, c'est ce genre de personnes qui nous a accompagnés dans le chemin et qui nous ont challengé beaucoup, qui nous ont donné des nouvelles lunettes pour regarder un peu le monde. Et on espère qu'on en rencontrera encore d'autres, des gens comme ça. Et donc voilà, Aline et Jean-Louis, spéciale dédicace pour vous. Merci Valérie. Un petit mot pour les coachs. Et voilà, Salvatore, je vais te poser la question finale. Je dirais qu'outre le fait de déguster du chocolat galère tous les jours, quelle serait l'invitation que tu voudrais faire à celles et ceux qui ont suivi cette soirée? Alors, quand vous mettez votre casquette de consommateur, je vous dirais, n'oubliez pas que vous pouvez être un acteur, que la puissance de votre achat, du choix que vous faites pour acheter est énorme et que vous pouvez influencer l'offre parce que vous êtes la demande. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et un des soucis du passé, c'est que tout le monde était concentré sur l'amont. Tous ceux qui voulaient faire bouger les lignes étaient concentrés sur l'amont parce que c'était sur l'amont que la justice se situe. Mais nous sommes convaincus chez Galère que la solution, elle est en aval. Elle est dans l'amorçage de la pompe pour pouvoir justement créer de la valeur ajoutée, la repartager sur les parties prenantes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que avec votre casquette de professionnel, là aussi, vous pouvez changer le monde. Vous pouvez créer d'autres paradigmes, faire évoluer, prendre une autre paire de lunettes pour regarder ce monde et vous dire que le monde pyramidal n'est pas la seule solution, le rapport de force n'est pas la seule solution, la maximisation du profit à court terme n'est pas la seule solution. On peut vivre, être heureux et être profitable en vivant différemment. Et ça, nous en sommes convaincus, c'est ce que nous vivons pour le moment. Merci beaucoup, Salvatore. Merci pour votre engagement. Merci, Valérie. Vous nous avez bien sûr fait saliver, ça on s'y attendait, mais vous nous avez donné aussi un grand message d'espoir. Hein, tu parlais de passer du capitalisme au cap-humanisme. C'est un cap, moi, qui me convient tout à fait. Et on va continuer à vous suivre. Et j'espère que vous avez été influencé vous-même par pas mal de pionniers et que vous aussi, vous allez pouvoir susciter pas mal de vocations en Belgique et ailleurs sur ce chemin vers davantage de sens et de convergence d'intérêt pour nous tous. Bon voilà, il me reste à vous souhaiter à chacun et à chacune une excellente fin de soirée, à vous remercier pour votre fidélité à tout ce que nous organisons, la Louvain et les autres associations d'alumni de Louvain-la-Neuve. Et puis je vous donne rendez-vous à nos prochains événements. À bientôt. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. J'ai tout mangé. Oh, c'est dégueulasse. Bon appétit, Pierre. Non, il y avait plus que 2 morceaux dedans. Hein. Ouais, j'ai pas tout mangé, c'est pas Et possible. le régime, tu vas devoir ramer encore plus. Oui, mais justement, je dois ramer. Que du bonheur, c'est très très inspirant. Voilà, je pense qu'on a tous eu pour notre soirée avec beaucoup de plaisir. Moi, je me réjouis de voir les petites raouettes dans mon magasin. J'adore les raouettes.